Bonjour, j'ai eu le plaisir de participer à un article participatif sur le blog Web Marketing Conseil de Rudy Villard. Donc c'est webmarketing tout attaché-conseil.fr. Et donc en fait Rudy m'a dit bah voilà, je cherche à interviewer une quinzaine d'experts qui vont donner leurs meilleures techniques, astuces, méthodes pour trouver des clients en B2B. Et donc là, bah, tout simplement, c'était assez intéressant parce que bah, j'ai essayé de synthétiser en quelques lignes comment on fait pour aller trouver des clients en B2B, qui est un petit peu ma spécialité. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer déjà par vous rassembler les idées fortes que j'ai trouvées vraiment intéressantes. Sur les 15 experts, il y avait vraiment des idées qui étaient vraiment assez originales et assez intéressantes. Et c'est ça en fait que je vais essayer de mettre en avant dans ce petite synthèse. Et ensuite, on va passer aux idées, à mes idées à moi. Voilà. Alors, ce que j'aimais bien en fait, au début, il y avait donc Rémi Bigot, que vous connaissez bien, de Monter son business show, et également de Market, en fait, qui est un outil de pop-up. Donc en fait, le but en fait de Rémi, c'est de dire voilà, il faut se positionner avec une USP qui va être différente, Unique Selling Proposition, c'est-à-dire en quoi vous êtes différent. Ça peut pas être, on est un peu plus simple, on est un peu plus graphique, on est un peu mieux. Il faut vraiment se différencier de manière totalement différente. Voilà, nous, au contraire de toutes les autres du marché, on fait ceci, cela, avec une différence qui compte. Voilà, ça c'est vraiment important. Alors après, on peut aussi, moi je me suis déjà aussi différencié quand je travaillais sur une marque B2B de CRM, se différencier par entre guillemets, le look, c'est-à-dire qu'on avait une charte graphique qui était vraiment sympa, on avait une émotion, on avait vraiment une marque qui était très 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 forte, et là on avait vraiment réussi aussi à se différencier. Voilà. Donc l'autre chose, c'est identifier les problèmes de ses clients. Ça, en fait, parfois, on se trompe du problème, on ne le met pas assez en avant, ou alors on essaie de répondre à un problème générique. Non, il faut plutôt être très 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 précis. Comme on dit, your fucking product is not my fucking solution. C'est-à-dire que c'est pas votre putain de produit qui est la putain de solution à mon problème. Moi, ce que je veux, en fait, c'est une solution à un problème. Donc, arrêtez de me parler de votre produit. Dites-moi comment vous allez pouvoir m'aider. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui est important parce que si vous êtes capable de savoir exactement quels sont les mots employés, les termes, etc., etc., vous êtes beaucoup plus efficace. Alors ça, généralement, on le trouve en discutant one-to-one avec des gens lors d'un salon, lors des discussions avec les prospects, et on fait évoluer son discours, on fait évoluer sa présentation PowerPoint. Moi, ça me rappelle en fait une fois, j'étais en fait avec un prospect, et puis je présentais mon argumentaire assez classique, et puis là, il me dit, ah ouais, mais là, il y a quelque chose qui m'a vraiment fait résonner, c'est découvrir l'insatisfaction cachée. Ah, je dis ah oui, oui, c'est vrai que c'est ce qu'on fait exactement, on fait ceci, on fait ça, là, bien sûr, j'ai enchaîné dessus. Et après, systématiquement, je l'ai rajouté dans la présentation avec un focus là-dessus. Donc voilà, ça c'est vraiment important, et ça, bien sûr, vous faites également dans vos landing pages. Faire du speed testing, ça aussi c'est également important. Alors malheureusement je trouve que je le fais pas assez souvent. Je le fais souvent sur les titres d'articles, je le fais sur les pop-ups, je le fais sur les landing pages, je le fais pas tout le temps sur les emailing, mais c'est vraiment important de tester et de savoir ce qui marche le plus parce que parfois on peut vraiment avoir de très très belles surprises. Le parrainage, là également, ça c'est quelque chose qui est très bon en plus en growth hacking. Si vous suivez mon livre, le growth hacking, en fait, qui est disponible chez Amazon et Dunouf, vous savez que le parrainage est un élément clé pour en fait avoir des prospects sans devoir entre guillemets payer. Si vous avez des clients qui sont très satisfaits, si vous mettez en place dans la chaîne de marketing automation un petit email qui dit voilà, tous mes produits sont à vendre, vous êtes client, etc., etc., et vous faites la promotion. Par exemple, en fait, dans la plupart de mes formations vidéo que les gens achètent, Star Marketing Academy, Bloguer comme un pro, etc., etc., dans l'espace En savoir plus, il y a une mini présentation de mes autres formations. Et dedans, il y a aussi le lien d'affiliation. Donc en fait, tout ça, en fait, ça me permet d'aller avoir quelques ventes comme ça croisées. Donc c'est vraiment intéressant. Voilà. Le dernier point, ce que remonte Rémi, c'est tout simplement avoir plus de clients avec le même nombre de visiteurs, c'est tout simplement augmenter le panier moyen. Et ça, c'est vraiment un élément important parce que parfois on se dit, voilà, je vais vendre ma solution et c'est tout. Or, en fait, si vous voulez véritablement gagner de l'argent, en tout cas gagner de l'argent en B2B, il faut absolument augmenter le panier moyen, que ce soit avec des services, parce qu'il y a toujours des gens qui veulent t'accompagner un peu plus, que ce soit en fait des versions upsell, des options et tout ça. Il n'y a pas très longtemps, je discutais avec une startup qui était dans le domaine de la trésorerie sur le web, donc en fait c'est une petite startup du côté de Tours, et donc en fait il me disait voilà
voilà, nous le problème c'est que on fait des clients, on a une croissance, notre service il est à 300-400 euros à l'année, voilà, mais bon, on a du mal un peu à décoller. Je dis mais qu'est-ce que vous vendez en fait? Et c'est vrai qu'au début ils étaient très centrés sur du self-service, de la PME, et ils vendaient un truc plug and play qui se pluguait à Sage, à Cegid et tout ça. Et je leur dis mais attendez, ce que vous allez faire c'est que vous allez vous différencier, vous allez faire une offre premium pour les grosses boîtes qui ont des besoins beaucoup plus importants. Et puis ils nous disaient oui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de grosses boîtes qui viennent nous voir, et pour eux notre solution elle est vraiment pas chère, parce que par rapport aux grosses solutions du marché, ça coûte des centaines de milliers d'euros, enfin des centaines, plusieurs milliers d'euros, il y a de la mise en place du service. Ce que vous faites c'est que vous allez déjà faire du sur-mesure, vous allez vendre des prestations avec eux, vous allez essayer de vendre une option, vous allez vendre une version premium avec plus de choses, avec du support, du bidule, de trucs chouettes. Et comme ça en fait ils ont eu deux versions, une version self-service qui était vraiment destinée aux PME, et après ils ont les versions premium où il y a de l'accompagnement, où il y a du produit, etc., etc. Or c'est quasiment la même version, quasiment. Ce qui change en fait c'est l'accompagnement et quelques fonctionnalités en plus de personnalisation. Voilà. L'autre également point que j'ai bien aimé dans cette série d'interviews, alors bien sûr je vous détaille pas à chaque fois tous les trucs parce que c'est assez redondant, hein, et puis surtout quand je vais passer à ma partie à moi, on va revenir sur des choses un peu similaires. J'ai à chaque fois dit 2-3 points qui sortent un petit peu. Ce que j'aimais bien en fait c'était Laurent Bourrelli. Laurent Bourrelli en fait qui parlait en fait de faire de la veille. Alors la veille sur ces mots-clés, avec des outils comme Mention, Alerty, Google Alert et Watch Analysis. Et une fois en fait qu'on a fait ces petites recherches, tout simplement c'est essayer de faire des mentions. C'est-à-dire qu'en fait vous allez dire voilà, vous allez dire tiens, t'es intéressé par tel sujet et moi je te conseille tel sujet, tel sujet. Et ça c'est vraiment bien parce qu'en fait quand vous avez des gens qui par exemple moi ça m'est arrivé quand j'étais en fait dans le domaine du CRM B2B, j'avais m'étais fait une petite recherche sur Twitter, et c'est surtout les gens en fait qui mentionnaient le je recherche un CRM, cherche un CRM, logiciel de CRM. Et en fait, ça m'a amené une petite recherche, et parfois en fait, je trouvais des gens qui disaient voilà, je cherche un logiciel de CRM, est-ce que vous pouvez m'aiguiller, etc., etc. Et donc c'était assez intéressant, et ça permet aussi d'échanger avec des influenceurs sur certains sujets. Donc c'est assez sympa à faire. Le deuxième truc que j'ai bien aimé dans l'élément de Laurent Borelli, c'est tout simplement en fait utiliser l'audio pour en fait ici être plus efficace. C'est-à-dire qu'en fait il a constaté une chose qui est vraiment simple, c'est au lieu d'écrire un texte quand on répond à un commentaire, au lieu de répondre par exemple un commentaire sur Facebook, Twitter, etc., etc. Mieux vaut en fait parler dans son micro et tout simplement envoyer ça à un assistant virtuel, et cet assistant virtuel va transcrire tout ça et mettre le commentaire. Donc lui, il indique voilà qu'il fait appel à des fois à des assistants sur Upwork, et c'est lui en fait qui parle dans le micro et qui dit voilà telle chose qui doit être répondue à tel commentaire, tel article de blog, tel post sur LinkedIn, etc., etc. Il fait écrire après le commentaire par une autre personne, et tac, en fait, forcément, comme il dit, ça donne un don d'ubiquité, parce que il parle très très vite à l'oral, et le mec répond, et il est comme ça, en fait, il perd pas son temps à taper, à relire et tout ça. Donc ça, pour ça, il trouve ça vraiment très intéressant. Et bien sûr, lui aussi, c'est ce qu'il disait, un petit peu comme dans Rémi, c'est se positionner différemment et avoir une voix différente pour faire passer de l'émotion. En fait, c'est vrai que Laurent Bourrelli est particulièrement bon là-dessus, parce qu'en fait, tout simplement, il utilise déjà son terme à lui, c'est SEO Rockstar. C'est pas juste je suis référencière, mais je suis une rockstar du référencement. Et c'est vrai qu'il a une prise de parole qui est assez intéressante, un petit peu en prise de gueule, en coup de gueule, etc., etc. Et un peu comme Manuel Diaz aussi, si vous connaissez, vous tapez Manuel Diaz sur YouTube. Le dernier point, c'est que tout simplement, il s'est différencié, par exemple, avec son concept de cocon sémantique, et il a vendu une formation sur ce concept de cocon sémantique. Donc en fait, c'est véritablement différencié, avec de l'émotion, avec des coups de gueule, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est intéressant
intéressant de lire ce point de vue de Laurent Bourrelli. Autrement, j'aime bien aussi Stéphane Brio. Il a donné en fait deux trucs qui sont assez intéressants. Et ça, c'est vrai qu'en B2B, ce qui compte beaucoup, c'est le réseau physique ou virtuel. Vraiment, ça, c'est ce que je dis à toutes les personnes qui veulent se lancer en tant que consultant B2B, coach ou n'importe quoi. Au début, c'est votre réseau qui va vous permettre en fait de toucher de nouveaux clients. Vraiment, c'est vraiment une clé. Il faut grosso modo entre 6 mois, 9 mois pour trouver ses premiers clients via internet, via de la pub et tout ça. Enfin, quoique un peu moins. Si vous utilisez les bonnes techniques, vous pouvez aller beaucoup plus rapidement, vous pouvez trouver vos premiers clients en un mois. En plus, avec de la pub, vous pouvez vraiment faire quelque chose qui est très rapide. Mais si vous êtes dans le B2B, que vous avez une cible un peu haut de gamme, c'est vrai qu'il faut entre 3 mois, 6 mois, 9 mois pour trouver ses premiers clients et avoir un rythme régulier, pas juste une mission par-ci par-là. Et donc, lui, c'est vrai qu'il recommande de faire du réseautage, et ça, c'est vraiment quelque chose qui marche très très bien. Donc, c'est tout simplement inviter ses anciens collègues, c'est aller sur LinkedIn, ajouter des personnes sur LinkedIn, cibler les personnes, montrer un groupe spécialisé, répondre aux questions, s'investir sur un beau profil sur LinkedIn, se montrer dans les événements, faire des conférences. Moi, il n'y a pas très longtemps, je discutais avec un consultant comme ça, et donc j'étais en train de le former sur nos solutions, chatbot et logiciel de monitoring de parcours client. Donc je l'ai formé, c'était la semaine dernière. Et donc à un moment il me dit ouais, et d'ailleurs est-ce que vous participez au salon stratégie client en avril? Bah oui, je dis bien sûr. Ah ben si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, je peux vous aider pour faire l'introduction, pour faire ceci, pour faire cela. Bon, j'ai dit nous on préfère quand même avoir des clients, et notre but c'est faire parler des clients, mais pourquoi pas, on ferait appel à lui si c'est nécessaire. Voilà. Donc en fait, il ne faut pas hésiter comme ça à utiliser ces différents événements. Par exemple, moi à l'époque également, j'utilisais beaucoup le salon des entrepreneurs. J'ai fait parfois des conférences sur le salon des entrepreneurs, et c'est vrai que c'est très sympa. Si vous êtes influenceur, si vous avez un point de vue, si vous avez sorti un bouquin, n'hésitez pas en fait à aller voir en fait ces salons, parce que parfois ils sont intéressés par avoir des personnes qui ont une prise de parole, certes, mais surtout qui ont une liste. Si vous avez une liste, un blog, un machin, vous pouvez dire voilà, j'ai un gros blog, j'ai une liste, si vous voulez, je fais un shoot sur ma base email, et en échange, en fait, je vais venir ici, ou alors j'offre des bouquins en dédicace lors du salon. Enfin bref, vous voyez le genre de deal que vous pouvez faire. Voilà. Donc, comme il disait, réseauter, c'est se montrer dans les events, créer un réseau professionnel autour de soi, investir dans les réseaux sociaux et répondre aux questions en solutionnant les problèmes des clients. C'est-à-dire que vous êtes actif sur des groupes, etc. Il y en a pas mal que je connais qui sont actifs là-dessus. Certains qui sont un peu trop. Il y a par exemple une boîte en fait de formation au community management. À chaque fois en fait qu'il y a un nouveau post sur mon groupe qui s'appelle les community managers francophones, systématiquement il répond derrière. Et si vous voulez, si vous voulez vous former, contactez-moi. J'ai des formations sur ce site-là. Bon, c'est un peu trop abusé parce qu'en fait il fait que sa promo, sa promo, sa promo. Donc finalement j'ai dû le virer du groupe. Mais si on le fait de manière un peu plus intelligente, plus fine et moins bourrin, et ben là vous pouvez y arriver. Voilà. Autrement, j'ai bien aimé aussi Mathieu Tranvan qui indique tout simplement faire du give to get. Ça, c'est un truc très très vieux que j'ai déjà inventé et repris je crois que c'est pas Léo Batoba, alors il faudrait que je regarde sur mon site web. L'origine du give to get, hein, le give to get à l'origine, je vais vous donner, parce qu'en fait moi je l'ai découvert il y a, je vais taper sur mon blog là, il y a au moins 10 ans de ça. Voilà, le concept du give to get, ça date de 2006. Waouh, ça nous rajeunit pas. C'était tout simplement Joey Garcia, qui était un des gourous du web. Et c'est vrai que c'est lui qui disait, voilà, le give to get, c'est se concentrer d'abord sur les problèmes de son client avant d'essayer de vendre, identifier les aspirations des clients, leurs émotions et leurs sentiments pour leur proposer une solution, proposer une offre irrésistible et répétez vos messages, voyez ce que les clients aiment et pas ce que vous aimeriez vendre, et concentrez-vous sur ce qui fonctionne. Voilà, donc ça c'est Léo Batoba, donc Léo Batoba, Joey Garcia, et donc c'est ce que reprend un petit peu ici donc Mathieu Tranvan, hein, faire du gift to get pour prouver sa voix, prouver son expertise. Tout simplement on le fait via des conférences, on le fait via des articles de blog, etc. etc. Et c'est ce que je dis moi aussi, hein, parce que de plus en plus les gens vont taper sur internet ou vont demander sur Facebook, sur Twitter, est-ce que tu connais un spécialiste? Et si vous avez réussi à vous faire reconnaître comme étant un des spécialistes, vous allez être contacté régulièrement. Moi c'est ce qui m'arrive avec mon blog et avec mes vidéos, avec mes podcasts.
podcast et ça marche très bien. D'ailleurs, tiens, une anecdote, il n'y a pas très longtemps, en fait, j'étais en train d'animer une conférence sur le growth hacking au Social Selling Forum et donc j'interrogeais Digital Corsair, c'est une boîte en fait, je crois qu'ils sont à Saint-Malo. C'était Franck en fait que j'interrogeais en vidéo et j'ai fait un article pour lui, j'ai fait une petite interview, etc., etc. Et il m'a dit tiens le jour d'après ou 2 jours après, tiens salut Fred, merci pour ton lead, il y a quelqu'un qui a écouté ton podcast et ta vidéo et il m'a contacté derrière et là je suis en train de faire un deal. Donc vous voyez, ça marche, on fait la confiance et ensuite on vend derrière. Ça c'est quelque chose qui est essentiel et qui marche très 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 bien. Voilà. Autre chose, sur c'est essayer de se motiver et faire passer sa passion. Ça, c'est également important aussi, hein. Faire passer d'émotions, je vous le dis toujours, moi j'essaye maintenant vous voyez, quand je fais ici des podcasts, des enregistrements, etc., etc., j'essaye de vous parler un petit peu de ma petite vie, j'essaye de dire ce que j'aime pas, etc., etc. Je fais plus des trucs qui sont trop corporate. Voilà. Alors autrement, on arrive à mon vieux pote Ludo Barthélémy. Ludo, bien entendu, raconte des choses intéressantes, comme d'hab. En fait, il dit voilà, il faut savoir faire du sur-mesure. Voilà, savoir faire du sur-mesure et soigner un petit peu sa landing page. Voilà. Et donc en fait, il dit voilà, si vous voulez en fait travailler pour quelques entreprises, il conseille un petit peu de faire ce qu'on appelle de l'ABM, l'Account Based Management. Tout simplement, enfin, on va dire plutôt du ciblage, parce que l'ABM est encore un peu différent. Il parle plutôt de faire du ciblage, c'est cibler toutes les entreprises pour lesquelles vous aimeriez vendre en fait votre produit. Tout simplement les secteurs, les cibles, les structures, etc. etc. Ensuite, il demande de vérifier si votre coût par clic est vraiment suffisamment intéressant. Voilà. Analyser les campagnes de pub pour savoir en fait comment on va pouvoir le faire, etc. etc. Et vous allez réaliser des campagnes de publicité spécialisées. C'est-à-dire que vous allez vraiment pas faire une landing page pour un produit générique pour tous les clients, mais vous allez créer par exemple 10 landing pages, un sur les avocats, un sur les coiffeurs, un sur les j'en sais rien, etc., etc., etc. En fait, son but à lui, c'est de se dire ok, vous allez en fait cibler vraiment votre offre et vous allez dupliquer après ce système et tester ce système avec un peu de publicité, Facebook Ads, etc. Et vous allez voir ce qui réagit le mieux et vous allez continuer. Voilà. Et en fait, vous allez créer votre propre système d'audit, de landing page, etc., etc. Vous cherchez en fait avec ce système d'audit à offrir du gift to get. Voilà. Ensuite, vous l'enregistrez comme template, comme il disait. Vous essayez d'aller consulter les décideurs en les contactant sur LinkedIn, etc., etc. Et après, vous faites votre relance téléphonique. Donc vraiment, le système de Ludo est assez intéressant. Il est centré vraiment sur le growth hacking. C'est voilà, identifier une cible intéressante. Voilà. Ensuite, vérifiez que vous pouvez aller via du CPC, via du Facebook Ads, etc. aller attaquer cette cible-là. Donc faites une campagne de landing page ciblée avec vraiment une offre dédiée sur un secteur avec des visuels, des argumentaires, des exemples, etc. etc. Vous proposez en fait un petit audit gratuit qui peut être soit fait manuellement, que vous pouvez automatiser. Donc manuellement, c'est voilà, un audit de 30 minutes au téléphone, 25 minutes ou 15 minutes, soit en fait automatisé via un self-service, c'est-à-dire vous faites un audit avec des questions, un quiz en fait, un petit peu comme dans les magazines féminins. Ensuite, vous contactez le décideur via par exemple des outils comme LinkedIn ou d'autres comme par exemple les pages contact des sites internet, si c'est des tout petits sites internet, mais moi je conseille plutôt d'utiliser des outils comme LinkedIn, etc. Vous pouvez même les contacter directement via LinkedIn. Et ensuite, voilà, si possible, vous les relancez au téléphone une fois qu'ils ont rempli le diagnostic. Alors bien sûr, dans ce cas-là, dans l'email, dans le formulaire du diagnostic, il faut absolument mettre le téléphone. Voilà, et ça va filtrer un petit peu les emails, mais vous allez voir des emails qui vont être beaucoup plus ciblés. Là aussi, si vous proposez un audit, un diagnostic, c'est vrai que vous n'allez pas le faire avec des gens qui ne sont pas motivés. Donc le fait d'obliger à mettre l'email, ça peut vous intéresser pour avoir des gens vraiment hyper ciblés et hyper intéressants. Voilà, donc bon, c'est quelques exemples là, avec Ludo, donc une méthode qui est assez sympa et que je trouve bien foutue. Alors, autrement, moi je vais pas vous passer je vous passerai à la fin mon petit cas à moi, mon cas particulier.
Là, je vous ai fait une méthode que je vais vous décrire. J'aimais bien également Laurent Lemonnier. Il y avait un ou deux points qui étaient assez sympas. C'est faire de la curation et tout simplement semi-automatisé. En fait, tout simplement, se dire, voilà, on peut pas tout faire soi-même, et donc parfois il faut aller reprendre du contenu, retweeter, récupérer des choses, etc., etc. Et conseil, moi j'utilise assez peu ça. Je préfère créer mon propre contenu, mais je le fais également pour certaines entreprises qui n'ont pas le temps en fait de créer du contenu. Et tout simplement, je fais du retweet de comptes connus avec une sélection, par exemple via Scoopit ou d'autres outils. Lui, en fait, Laurent Lemonnier utilise l'outil Curator pour faire des curations quotidiennes et semi-automatisées. Et donc, en fait, il programme automatiquement toutes les semaines l'envoi sur les réseaux sociaux. Alors moi, je n'utilise pas cet outil-là, Curator. Voilà. Moi en tout cas, j'utilise plutôt des outils comme Scoopit qui sont assez sympas, qui permettent de sélectionner de l'information. Lui en fait, je pense que cet outil-là va plus loin parce qu'il permet de publier en plus. Moi je préfère faire des trucs un peu plus personnalisés et essayer de mettre bien avec des influenceurs parce que parfois les influenceurs, si vous retweetez régulièrement leur contenu, finalement de temps en temps quand vous leur envoyez un message en disant tiens, je suis un de tes gros fans, je retweete régulièrement tes trucs, est-ce que tu peux me retweeter ce truc là aussi? Voilà. Et parfois ça marche. Voilà. Le deuxième truc que j'ai bien aimé avec Laurent Lemonnier, c'est l'histoire de l'employé advocacy. L'employé advocacy, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, c'est le fait de demander aux salariés de l'entreprise de retweeter ou de partager sur LinkedIn. Et ça, c'est un truc qui coûte pas cher et qui est super efficace. Moi, je l'avais mis en place il y a quelques années dans une startup qui s'appelait Fifi en Belgique, et automatiquement, j'avais fait que tous les directeurs de l'entreprise et quelques commerciaux relayaient les articles de blog, relayaient les offres d'emploi, etc., etc. On est passé d'un cas de figure où il y avait un ou deux relais par semaine à 10, 20, 30 relais par semaine, et donc ça c'était vraiment, ça avait donné une visibilité importante. Alors il faut faire attention, il ne faut pas trop en faire parce qu'autrement ça, ça automatise et ça déshumanize un peu, mais c'est vraiment intéressant. Vous pouvez utiliser des outils comme Zapier, zapier.com avec un Z comme Zapier ER, Zapier, ou Social Dynamite ou Socially. Et en fait là vous pouvez regarder ces trois solutions là et vous pouvez en fait automatiser comme ça le relais par vos collaborateurs, et c'est vraiment simple à faire. J'ai bien aimé également Sophie Gauthier qui vous recommande un truc habituel mais qu'on oublie souvent, c'est tout simplement faire le guest posting. Au lieu d'aller passer des heures et des heures et des heures à publier sur son blog au départ, essayez plutôt d'aller chercher du trafic là où il se trouve, et le trafic c'est tout simplement sur des blogs connus, sur des sites d'actualité, tout ça. Proposer un point de vue, proposer une tribune, proposer une étude, proposer une infographie, etc., etc. C'est toujours assez intéressant. Voilà. J'ai bien aimé aussi l'intervention d'André de Traffic Mania, André Dubois, que je connais bien et qui est vraiment bon aussi. Tout simplement, il raconte un petit peu son petit système qui essaie de vendre ses prestations par email. En fait, tout simplement, il envoie un petit email en disant voilà quels sont vos problèmes numéro 1 à sa cible. Donc forcément, les gens y répondent. Et après, vous savez quels produits et quels efforts vous allez faire pour en fait produire du contenu, produire une formation, produire des prestations, ou proposer tout simplement des formations. Donc ensuite, proposer derrière avec son système, en fait c'est vraiment du système automatique, c'est-à-dire qu'en fait ils vont beaucoup par email. En fait il dit voilà j'envoie en disant j'envoie un email, suite à ce premier email où on détecte en fait les besoins, les problèmes des clients, il envoie un email à toute sa base disant voilà je propose à 5 personnes de les coacher gratuitement sur tel sujet, qui est bien sûr le sujet le plus important. Ensuite, une fois que vous avez ces 5 personnes, que vous les avez coachées, vous les faites témoigner en disant voilà, grâce à lui, j'ai gagné tel truc, etc., etc. Alors ce coaching gratuit, bien sûr, il ne faut pas qu'il dure des heures, faut que ça dure 1 heure, 2 heures maximum. Ensuite, donc, vous les faites témoigner en échange de cette prestation gratuite. Et ensuite, tout simplement, vous allez proposer au reste de la liste en disant vous aussi, vous voulez faire comme bidule, truc chouette et machin, et augmenter vos résultats de X%, contactez-moi, la prestation est à temps. Et après, vous continuez avec la promo payante avec
du Facebook Ads, du Google AdWords, et comme vous avez maintenant 5 clients qui sont contents, qui sont prêts à témoigner, vous avez une très très grande crédibilité. Voilà. Il propose également aussi d'automatiser une partie de son business avec Calendly. Calendly en fait qui est un petit outil qui permet d'automatiser en fait sa prise de rendez-vous. Voilà, et c'est un petit outil qui est assez sympa. Moi je l'ai pas trop utilisé parce que le truc c'est que moi je voulais pas trop prendre des gens en créneau horaire, je préfère des prestations un petit peu longues, mais si vous faites des petites prestations en disant voilà j'ai pour par exemple faire du coaching ou des choses comme ça, ou si vous voulez faire vos fameux audits gratuits dont on parlait tout à l'heure d'un quart d'heure, une demi-heure, vous pouvez les caler comme ça dans une journée ou 2 journées. Ça permet de faire de la prise de rendez-vous en externe, c'est-à-dire que les gens ont entre guillemets accès à un espèce de Outlook externe et tout simplement ils peuvent prendre un rendez-vous avec vous. Donc Calendly est assez sympa, les gens comme ça voient à quel créneau vous êtes disponible et ils prennent un rendez-vous avec vous. Donc assez sympa. Voilà. Alors autrement, j'ai bien aimé également une intervention de Frank Roca, qui était encore assez simple, mais c'est vrai que parfois on oublie un peu de trop, c'est faire du retargeting. Moi je me souviendrai toujours, c'est d'une boîte en fait pour laquelle je travaillais, qui était dans le domaine du B2B, et en fait ils n'avaient pas mis de retargeting Facebook, ils n'avaient pas mis de retargeting Google, et puis donc on l'a mis en place, et puis quelques semaines plus tard, il y a la boîte qui me rappelle, il me dit ouais c'est vachement efficace sur le retargeting, j'ai un prospect qui m'a rappelé et qui m'a dit waouh, je vous vois partout depuis quelques temps sur internet, vous faites de la pub partout. Ben non, c'est tout simplement parce qu'il y avait du retargeting, et maintenant une fois que tu as visité le site web, tu apparais sur Facebook, tu apparais sur YouTube, tu apparais sur les sites de partenaires de Google, etc. etc. Et forcément ça crée de la notoriété, ça crée en fait de la visibilité, et c'est vraiment simple à faire. Alors l'autre chose que j'ai bien aimé, en fait c'est au niveau de Facebook Ads, encore une fois, c'est se dire en fait que forcément, si on va rechercher comme tout le monde les mêmes critères, et bien tout simplement, on risque pas d'avoir des campagnes Facebook hyper performantes parce que tout le monde cible les directeurs marketing, tout le monde cible telle passion, telle passion. Et en fait, c'est parfois qu'il est intéressant de pouvoir cibler ses audiences avec d'autres critères Facebook Ads. Par exemple, est-ce que ils sont, par exemple, voilà, tiens, un cas simple que j'ai utilisé pas très longtemps. Parfois, en fait, quand on veut cibler le haut de gamme au niveau des directeurs, et ben parfois, en fait, il faut essayer de trouver, par exemple, des gens qui sont fans de golf. Et si vous ciblez des gens qui sont fans de golf et qui ont tel revenu et qui sont dans tel secteur d'activité, ben vous allez tout de suite un petit peu monter en gamme. Voilà, quand vous êtes en B2B. Autre chose, ben vous pouvez également, voilà, j'ai fait également pour dans le domaine de la peinture. Il n'y a pas très longtemps, on était en train de travailler avec une artiste peintre, et donc ben voilà, on recherchait des gens qui étaient fans de telle galerie d'art et de tel mouvement d'art, et qui étaient dans telle tranche d'âge, mais pas telle tranche d'âge, et qui avaient ou pas des enfants, et parce qu'en fait tout simplement on se disait à quoi il ressemble ton client type. Et en fait, elle m'a dit, bah voilà, mon client type, il a plus de 35 ans, il n'a pas d'enfant, généralement il a un bon revenu, il est plutôt fan de tel mouvement d'art, et il aime bien aussi tel truc, telle galerie d'art, etc., etc., etc. Et en fait, comme ça, on a défini, on a recherché sur Facebook, Facebook Ads, selon ces critères-là, on a créé 3-4 audiences, et boum, c'était des micro-audiences où il y avait 2000-3000 personnes en France, 2000-3000 personnes en Angleterre, etc., etc. Et en fait, ça a été super efficace comme campagne publicitaire parce que là, on s'adressait véritablement à des gens qui étaient à 100% dans la cible et qui n'étaient pas juste des amateurs d'art. Et c'est ça qui est un peu compliqué. Voilà. Donc ça, c'est un truc qui est vraiment bien, c'est aller au-delà de l'évidence et essayer d'aller chercher d'autres choses. Voilà. J'aimais bien également un peu plus loin. Bon, après il y avait aussi François Goup qui a lancé une petite, qui expliquait comment mettre en place des campagnes sur Twitter. Bon, c'est vrai que ça peut être assez sympa, mais je trouve qu'il y a quand même assez peu comment dire, de ROI sur ce genre de campagne Twitter, c'est un peu compliqué. Voilà. Mais bon, c'est à tester, hein. Tout dépend en fait le secteur d'activité. Alors autrement, le dernier poste c'est Olivier Lambert qui avait en fait comme philosophie et que j'ai bien apprécié, et c'est un petit peu ce que je fais moi, c'est
pas chercher la perfection. Parfois en fait les gens cherchent à avoir la super landing page, ils passent du temps à se poser des questions sur ceci, sur cela, etc., etc. Non, on va déjà essayer de tester des choses et ensuite on va tout simplement changer sa cible, améliorer, etc., etc. Tout à l'heure on parlait de Ludo qui disait voilà on va créer 5 landing pages sur 5 thématiques. Bah, ok, on va pas créer des landing pages trop compliquées au départ et on va pas s'emmerder non plus des masses. On va essayer de tester sur une cible, on voit ce qui est réactif et ensuite on va améliorer son argumentaire, etc., etc. Voilà. Autrement, l'autre chose que j'ai bien aimé avec lui, c'est tout simplement de se dire qu'on va pas essayer d'être le pompier qui va tout le temps essayer d'éteindre le feu. Ça, en fait, ça c'est quelque chose qui, voilà, quand on est patron parfois, eh ben tout simplement, c'est de pas tout le temps essayer de corriger les problèmes, mais savoir un petit peu pourquoi ça va pas. Voilà. Parfois, il faut se dire, bah, ok, d'accord, mon boulot, c'est pas forcément de régler les problèmes. Je vais peut-être déléguer ça, ou bah, c'est peut-être pas si grave que ça, etc., etc. Ça, c'est vraiment important, et c'est ce qu'on revoit également dans la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. C'est se dire en fait que bon bah ok d'accord, si vous sous-traitez par exemple la gestion de vos commentaires, moi sur mon site internet la gestion du chat est sous-traitée, tout le niveau 1 est traité en fait par une assistante externe. Et ben en fait si je devais le faire moi-même, certes ça serait bien me fait, mais j'y passerais des heures par jour. Donc là je réponds à 3-4 chats par jour maximum et j'enrichis à chaque fois la FAQ et c'est beaucoup plus efficace que de vouloir éteindre tous les feux soi-même et faire tout soi-même. Donc en fait, là je connais par exemple un chef d'entreprise qui dirige une boîte de 80 personnes et en fait il fait que d'éteindre des feux tout le temps. C'est tout le temps lui qui a l'urgence parce que dès qu'il y a un problème, on vient voir Alain, on vient lui demander comment ça, qu'est-ce qu'on peut faire, etc., etc. Les gens viennent pas avec des solutions, ils viennent avec des problèmes. Et moi je lui ai dit mais il faut que tu changes en fait ta manière de gérer. Demande aux gens de ne pas venir avec un problème, mais venir avec des solutions et essayer de les trouver eux-mêmes. Et si jamais ils ne trouvent pas, s'ils sont vraiment bloqués, si ça dépasse tel montant, etc., de venir te voir, mais autrement non. Il faut que les gens apprennent à se débrouiller eux-mêmes. Ça c'est vraiment important parce que autrement, qu'est-ce qui se passe? Tu vas devenir le goulet d'étranglement. Les gens vont pas gagner l'autonomie. De toute façon, ils disent de toute façon c'est Alain qui va trouver la solution. Et ça devient vraiment trop facile. Voilà. Alors ça c'était ma petite sélection de trucs intéressants que j'ai vu chez les experts. Moi en fait de mon côté, tout simplement, j'ai mis en fait une petite méthode entre guillemets que l'on peut voir ensemble. Alors, hop, tout simplement ici. Donc j'ai mis une méthode en étape 0 à l'étape je dois avoir 5-6 étapes. Allez, il y a 6 étapes. Donc en fait, si on prend une étape 0, donc ça fait 7 étapes pour trouver des clients en B2B. Donc là, je vais vous faire un petit résumé. Si vous voulez, vous pourrez le voir un peu plus longuement sur blog Web Marketing Conseil. Donc l'étape 1, en fait, tout simplement, l'étape 0 d'ailleurs, ici, c'est analyser son cycle de vente. Si vous avez lu mon bouquin, le Growth Hacking, vous savez que ça ne sert à rien de se lancer tête baissée dans la mise en place d'un plan marketing ou dans la génération de leads si on ne sait pas où on en est. Si vous générez des leads mais en fait qui ne sont pas convaincus parce que votre landing page est pourrie, tout simplement vous allez dépenser de l'argent et voir vos clients partir. Si vous êtes dans le B2B et que votre cible est relativement petite, vous aurez tiré votre coup de fusil et en fait comme vous avez un fusil à un coup ou à deux coups, après ça sera foutu parce que les gens auront perdu confiance, etc., etc. Donc en fait il faut savoir où vous perdez actuellement de la conversion et là où il est plus intéressant et plus rentable d'agir. Voilà. Moi je dis toujours, il y a beaucoup de gens qui cherchent à faire de plus en plus de lead generation, du content marketing, mais le problème c'est que ça génère pas de leads. Par exemple, on le sait, 95% des téléchargements de livres blancs ne donnent rien du tout. Par contre, parfois les campagnes publicitaires, ça marche un peu mieux, mais pas forcément. Il faut savoir en fait générer des leads, mais où porter ses efforts. Voilà. Pareil, il n'y a pas très longtemps, je faisais un audit avec une boîte en fait qui était dans le B2B et elle me disait voilà on a du mal, on voudrait générer plus de clients. Je dis ok d'accord, mais où est votre problème de conversion? On n'a pas de problème de conversion, nous ce qu'on veut c'est plus de leads. Je dis attends, on va quand même prendre 5 minutes là-dessus et puis on va voir un petit peu ce que vous faites. Et puis c'est vrai qu'on a listé les trucs et ils avaient généré plusieurs milliers de leads
via les formulaires, des web séminaires et ceci et cela, blablabla. Bla bla bla. Et puis après, par contre, pour faire un devis, ben, on avait un taux qui était ridicule, c'était du 0,x%. Et après, derrière, pour la vente, bon, c'était pas trop mal. Sur les X, 0x%, ben, ils arrivaient à en convertir pas mal. Mais en fait, le gros problème qu'ils avaient, eux, c'était que ben, soit ils attiraient des mauvaises personnes, soit en fait, ils généraient du leads, mais derrière, ils savaient pas les traiter. Et donc, je leur dis, mais non, mais au lieu de continuer à faire ces putains d'efforts sur générer plus de leads, essaye plutôt de convertir les gens que tu viens de conquérir. Et donc en fait, oui, il me dit, oui, moi j'ai une chaîne de marketing automation. Je dis, mais attends, tu es en B2B, tu envoies un email, est-ce que c'est vraiment un email qui va convertir? Non, ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de détecter les gens en essayant de les appeler au téléphone. Et l'effort a été fait là-dessus, sur l'appel au téléphone avec de la qualif et des bonnes personnes. Hein. On va pas appeler toutes les personnes, mais on va appeler les bonnes personnes et on va essayer de leur vendre un truc. Parce que quand on vend des produits chers, des produits à valeur ajoutée, c'est pas forcément le marketing automation qui marche, c'est appeler au téléphone, décrocher son téléphone, discuter avec la personne, parce que les personnes n'ont pas forcément le temps. Voilà. Donc autre chose, donc le tunnel, voilà, comme j'ai analysé la conversion, comment on le fait? On met en place un tunnel AARRR, c'est-à-dire qu'en fait on va voir où dans son cycle des ventes ça va ou ça va pas. Et donc en fait ça c'est ce que j'explique dans le bouquin Growth Hacking, et vous retrouvez également sur mon site internet, hein, vous tapez dans le petit moteur de recherche ici, là, Growth Hacking. Là, il y a un petit bouton qui s'appelle Search, hein, vous tapez Growth Hacking et vous verrez en fait mes différents articles. Alors c'est moins bien que le bouquin, mais ça suffit déjà pour avoir une bonne idée de à quoi ressemblera le bouquin et la méthode au moins sur le tunnel AAR. Voilà. Donc, je le disais, le tunnel AR en fait se distingue en fait en différentes phases. C'est l'acquisition, le trafic, la génération de prospects, les formulaires de contact, l'activation, l'inscription à un service, le remplissage d'un formulaire, l'offre gratuite, la demande de devis, la demande de démo, etc. La rétention, hein, est-ce que les gens restent au bout d'un an ou pas? La recommandation, est-ce qu'il y a du parrainage? Est-ce qu'il y a un programme déjà ou pas? Et le revenu, comment on peut faire pour faire de l'upsell, du cross-sell, augmenter les marges, etc. etc. Voilà. Et je donne un petit exemple ici d'un site internet que je gère moi, où en fait, ce qui était en négatif, c'était la rétention en fait, hein, parce qu'en fait, c'était un site internet qui était fait pour générer du leads. Ok, très bien. J'arrivais à générer du lead, j'avais des mots clés qui étaient assez intéressants, un trafic qui était pas trop mal compte tenu de la niche. J'avais un bon taux de conversion parce que j'avais 6,36% des gens qui s'inscrivaient pour recevoir des informations. Mais par contre, après derrière, j'avais 8,30 d'ouverture du deuxième message. J'avais deux messages de marketing automation parce que mon but c'était de transférer directement à la boîte qui générait du lead. Et donc forcément là c'était une erreur. Et donc en fait voilà, j'ai mis ça vraiment en avant et j'ai travaillé là-dessus. Et désormais j'ai multiplié par deux largement, même plus, le taux en fait de demandes d'informations qui convertissent. Voilà, et qui convertissent vraiment. Donc ça c'était le premier point. Donc l'étape 1, après cette étape 0 qui est le diagnostic, c'est définir des personas. Alors ça paraît assez simple, hein, mais encore une fois, le persona c'est important. Parce qu'en fait, si on ne connaît pas qui est son client, et si on se dit, moi, mon client, c'est tout le monde, c'est toutes les boîtes, eh ben, on n'y arrive pas. Il n'y a pas très longtemps, encore une fois, je discutais avec mon DG, là, avec qui je bosse actuellement. Et ben en fait, il me dit, mes clients, c'est tout le monde. Je dis, tes clients, c'est tout le monde, t'es sûr? Et c'est vrai qu'en discutant un petit peu, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait plutôt une cible qui était, c'était, allez, on va dire, au mieux 50% du marché. Parce qu'il y a des gens qui étaient hors cible. Par exemple, un exemple simple, hein, on sait très bien que dans le domaine de l'e-commerce, les gens sont à la recherche du prix. Les gens qui bossent dans l'e-commerce, c'est des cost killers, ils cherchent des solutions pas chères, ils sont prêts à se démerder eux-mêmes parce qu'ils ont une équipe d'informaticiens, etc., etc., etc. Et clairement, c'est pas notre cible. Pourquoi? Parce que ils chercheront du prix, ils mettront de la concurrence, ils mettront en place des solutions étrangères. Ça sera pas génial, mais c'est pas grave. De toute façon, eux, ils cherchent à avoir un prix le moins cher possible. Donc en fait, il faut exclure ces gens-là. Ça sert à rien d'aller faire du content marketing, de la publicité, participer à des événements e-commerce parce que c'est pas notre cible. Si vous n'avez pas un outil low cost, si vous n'avez pas un outil qui ressemble à cette demande-là, eh ben vous n'y arriverez pas. C'est aussi simple que ça. Voilà. En e-commerce, c'est très compliqué de. Ou alors, il faut une solution qui vraiment soit adaptée à l'e-commerce. Hein, voilà. Donc, le persona sert à aligner l'ensemble des collaborateurs sur un sujet, hein, dire voilà, le client type c'est lui et on y va. Marketing, commerce, etc.
Pensez systématiquement à ce client type lors des actions marketing et définir ce qui va le convaincre et bien sûr mettre en place des publicités, un argumentaire, un site web, des landing pages qui soient liés à ce persona. L'étape numéro 2, après, c'est d'améliorer son référencement naturel. Pourquoi les référencements naturels? Parce que bon, même si Google à long terme, d'ici 5 ans, 10 ans, va baisser forcément en trafic, hein, le moteur de recherche, hein, parce que les gens vont être plus sur les médias sociaux, ils vont être sur d'autres choses, etc. etc. Bah, le moteur de recherche, c'est quand même le référencement qui va vous permettre d'attirer des clients sur le long terme. Donc il faut commencer maintenant et être visible pour être une référence, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va taper dans Google vos mots-clés, bah, vous soyez shortlisté dans la liste des gens qui seront retenus dans l'appel d'offres. Ça, c'est très très vrai dans le B2B. Donc, de plus en plus de gens, ils se renseignent sur Internet ou ils se renseignent vers les médias sociaux. Donc, si vous êtes capable d'être présent visiblement et d'être dans la mémoire, en disant ah ouais tiens, je me souviens de cette boîte-là qui a travaillé là-dessus, j'ai vu un article de ce truc-là qui est intéressant, ou tiens, j'ai vu et j'ai lu un article il y a un an, ou ça apparaît dans Google dès qu'on tape les mots-clés, ben forcément, vous allez devenir entre guillemets une référence et faire partie des gens qu'on va tester. Même moi, il n'y a pas très longtemps, je vous donnerai un exemple, hein, j'ai fait développer une application mobile, j'ai eu deux réflexes, enfin plutôt trois. Le premier réflexe, c'est de voir avec les gens qu'on connaissait déjà dans notre écosystème qui faisaient ça, donc le réseau physique. Hein. Ensuite, deuxième chose, j'ai demandé une question sur Facebook. Je ne l'ai pas fait sur Twitter parce que je voulais pas avoir trop de monde. Je l'ai fait sur Facebook et j'ai eu une dizaine de propositions. Et le dernier point, parce que je me suis dit, je vais me rassurer un petit peu, je vais taper dans Google les mots-clés développement d'app mobile et j'ai regardé ce qui ressortait pour essayer d'avoir des gens qui ont du budget, qui ont du moyen de mettre du pognon dans des annonces AdWords. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont sûrs de leur conversion, c'est qu'ils ont des budgets, des moyens, etc. etc. Donc ces trois moyens-là m'ont permis après d'aller trouver une agence. Au final, je vous dirais que j'ai retenu l'agence bouche-à-oreille physique et pas les autres. Alors après, j'ai fait trois demandes hein, d'appel d'offres. Hein, donc en fait, c'est pour ça aussi que j'ai pas non plus pris les gens que par le bouche-à-oreille. Je les ai testés avec un appel d'offres, etc., etc. Voilà. Donc comme je le disais, ce qui est important, c'est d'être présent dans Google et dire voilà, quand on cherche l'information, vous serez là. Donc en fait, vous allez faire votre persona et vous allez définir les mots-clés. Et grâce aux mots-clés, aux problématiques qu'on a vu précédemment, on va pouvoir créer du contenu là-dessus. Vous devez aussi compléter votre recherche avec les collaborateurs, les commerciaux, les techniciens en leur demandant qu'est-ce que disent les clients quand ils posent des questions, quels problèmes ils ont. On utilise également d'autres outils comme SEMrush que vous connaissez hein, comme moi. Vous connaissez également Google Keyword Planner qui est l'outil de Google AdWords qui est gratuit. Donc vous anticipez en fait les tendances vers des mots-clés stratégiques et émergents. Ça c'est important parce que parfois en fait il y a des mots-clés qui sont nouveaux dans un domaine d'activité, des tendances, des nouveaux termes. On parle tout le temps de big data, on parle tout le temps de chatbot, on parle tout le temps d'intelligence artificielle, blablabla. Bla, bla, bla. C'est des mots-clés en fait qui va attirer des gens qui sont un petit peu en amont et en avance de phase et qui souvent sont prêts à payer un peu plus. Donc ça c'est vraiment intéressant. Ensuite vous analysez les mots-clés qui génèrent le plus de trafic sur les sites de vos concurrents via SEMrush et Ahrefs pour essayer de leur piquer un peu de leur trafic. Voilà. Donc vous allez lister à peu près 25 à 50 mots-clés prioritaires, vous les mettez dans un fichier Excel et tout simplement vous allez réaliser du contenu qualitatif réalisé par vous ou un community manager. C'est vraiment qualitatif, c'est de l'article de fond, du dossier, etc. Ensuite vous pouvez faire des enregistrements audio d'experts d'entreprise. Moi c'est ce que j'ai déjà fait par exemple chez FICI, je demandais aux avant-ventes de dire tiens parle-moi de tel sujet et ils me parlaient pendant un quart d'heure, je faisais transcrire ça et puis après ça faisait un article. Après vous avez du contenu SEO qui est fait en externe qui n'est pas forcément de super qualité mais qui permet de se positionner sur des mots-clés. Ensuite vous faites des vidéos sur vos produits, etc., etc. et du contenu viral, par exemple des visuels, des infographies, des BD, etc., etc. Grâce à ça en fait vous avez une visibilité qui est vraiment minimale. Ensuite, étape 2, c'est améliorer la conversion du site. Hein. Google AdWords et réseaux sociaux vont vous permettre de générer du trafic, mais ce qu'il faut, c'est qu'ils arrivent sur des landing pages qui vont marcher. Donc, dans un premier temps, en fait, vous allez créer des landing pages spécifiques. Vous utilisez des outils, moi j'utilise StemDrive, qui est vraiment intéressant et qui permet de créer des landing pages sympas, les personnaliser, faire du speed testing sans trop de problèmes.
Donc quand on veut ici faire l'étape améliorer la conversion du site, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà améliorer la conversion d'un site qui fonctionne. C'est-à-dire que vous avez déjà un site internet, vous allez récupérer des pages qui ont plus de trafic et vous allez tout simplement mettre des bonus et vérifier que la conversion fonctionne bien à ces pages-là. C'est les pages tarifs, c'est les pages à propos, c'est les pages contacts, c'est les pages ceci, c'est les pages cela. Et là, vous allez essayer de convertir les visiteurs et essayer de faire en sorte qu'ils laissent leurs coordonnées en mettant, comme j'ai un livre blanc, une checklist, je sais pas, un tarif à télécharger, une fiche produit à télécharger. 2. Améliorer la conversion générale du site. Ça, en fait, après avoir passé sur des pages chaudes et avec le plus de trafic, on va améliorer la conversion du site en lui-même. Alors, c'est des formulaires un peu plus sympas. Moi, j'utilise par exemple Drive. C'est par exemple du pop-up, c'est par exemple du chat chez moi. Comme si vous allez sur conseilmarketing.com, vous verrez. Moi, j'ai installé clickdesk.com et vous allez voir que vous allez pouvoir discuter pas avec moi, mais avec mon assistante, hein, et qui est là pour répondre à un premier niveau. Et ensuite, c'est moi qui réponds derrière. Si jamais il y a des questions plus complexes. Ensuite, le troisième point, c'est retargeter vos clients via Facebook Ads et Google AdWords. Hein, comme je le disais, un client en B2B ne commandera pas tout de suite. Par contre, il faut rester en sa mémoire. Et le pixel de retargeting sur Facebook permet de continuer à afficher les pubs. Et tu peux faire de même sur Google AdWords. De même, tu peux aussi prendre ta liste d'emails Google AdWords et Facebook Ads et tu peux les mettre sur ces deux outils pour faire du retargeting email qui est très sympa quand on veut par exemple faire un événement et faire venir des gens. Voilà. Autrement, en fait, les landing pages, comme je disais, ça c'est vraiment important. La home page, en fait, euh, c'est pas forcément la page où il faut faire de la home page classique. Moi, par exemple, chez moi, si vous regardez sur Conseil Marketing, mon site en fait est très conçu comme un magazine. C'est pas un site qui est conçu comme étant en fait une page de conversion. Si vous allez sur le site de Rudy Villard, Web Marketing-Conseil, vous allez voir que sa page à lui, de base, en fait, c'est directement une page de conversion avec des logos de grandes marques. C'est directement, voilà, je vous propose tel truc, tel truc, tel truc. On offre des prestations, on met des témoignages clients. Donc ça, c'est vraiment assez intéressant. Et si vous êtes dans le domaine du B2B, je vous conseille de transformer votre homepage en landing page et pas en présentation de votre truc à vous. Voilà. L'étape numéro 3, c'est mettre en place le marketing automation. En fait, tout simplement, quand vous allez mettre en place des techniques de content marketing, de publicité, etc., vous allez générer beaucoup de leads. Et ça, en fait, c'est souvent un problème dans beaucoup d'entreprises B2B. C'est-à-dire que vous allez générer beaucoup de leads et les commerciaux ne vont pas traiter ou mal les traiter parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. La plupart des commerciaux B2B que je connais, c'est des mecs en fait qui attendent tout simplement qu'une chose, c'est une demande de devis ou une demande d'appel d'offres qu'ils ont à remplir. Pour eux, un mec qui n'a pas un projet dans le mois, c'est pas un prospect. Et donc il va lui envoyer un mail et dire bon voilà, puis voilà. Et il me rappellera. Donc en fait, ça c'est le cas dans la plupart des entreprises. Si vous n'avez pas en fait une cellule de qualification, c'est-à-dire un gars qui est là pour faire du nurturing et suivre des gens, il faut compenser avec du marketing automation et envoyer régulièrement des emails derrière. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les messages en fait que vous devez envoyer, donc vous avez les J+1, J+7, etc. Donc il faut au minimum 7 messages. Ce que j'aime bien aussi rajouter, là je ne l'ai pas marqué là, c'est rajouter un dernier message qui est vous avez été, je sais plus comment on appelle ça, je crois que c'est le message vous avez été enlevé par un singe au fin fond de la Namibie ou je ne sais quoi. En fait, c'est un message un petit peu provoque qui va essayer de jouer un petit peu sur l'humour. C'est-à-dire que les mecs, ils ont toujours pas répondu aux vos 7-8 messages. Vous envoyez un dernier message avec un objet qui est vous avez été enlevé par des aliens ou quoi? Alors, faites attention, cette accroche-là n'est pas forcément la bonne. Mais vous envoyez un petit message comme ça, vous avez été enlevé par un alien ou je vous ai vraiment déçu ou un truc comme ça. Enfin bref, vous faites un truc avec un peu d'émotion. Vous dites voilà, je vous ai envoyé plusieurs emails, vous n'avez pas répondu. Est-ce que quelque chose qui ne va pas? Est-ce que c'est le produit? Est-ce que c'est le service? Est-ce que c'est ceci? Blablabla. Vous demandez à la personne de s'exprimer. Et là, vous essayez de faire un email de manière personnelle. Et après, vous essayez de vendre derrière. Donc cet email Monkey in the Room, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin bon, un truc comme ça. Et donc en fait, c'est assez efficace. Alors je l'ai mis en place dans certaines boîtes et c'est vrai que ça a été assez efficace parce que les gens répondent à cet email là. Ils sont pas encore trop habitués à ce genre de truc. Autrement, le schéma classique il est simple, hein, c'est J, j'envoie le livre blanc ou l'audit ou le quiz ou le machin. Le J+2, email du dirigeant avec des conseils sur l'intérêt de mettre en place la solution. J+5, un témoignage client, si possible en vidéo. Autrement, écrit, ça suffit bien. Si vous avez plusieurs cibles, à ce moment-là, vous ajoutez plusieurs clients et pas un seul. J+10, invitation à un web séminaire pour une démo.
Voilà. Ensuite, créer un contenu qui montre la perte de ne pas mettre en place votre produit ou service. En ne faisant pas ça, vous allez perdre ceci, cela, blablabla. J+24, un contenu fun, une BD, une animation vidéo, etc. J+35, un outil de calcul de ROI, etc., etc. Donc ça, c'est des trucs qui fonctionnent assez bien. Moi, j'utilise GetResponse et c'est assez sympa à utiliser. Je suis passé d'Aweber à GetResponse, qui est un outil pas trop cher et qui est assez sympa. Alors l'important, c'est que l'email ne remplacera jamais un appel téléphonique. Il est essentiel que vos commerciaux prennent contact avec vos clients. Traquez toujours les URL, c'est important parce qu'en fait, tout simplement, il faut savoir qu'est-ce qui génère du ROI. Faites un audit de ce que vous avez déjà produit en contenu, PowerPoint, etc., etc. Parce qu'en fait, vous avez souvent des choses qui sont intéressantes là-dessus. Voilà. Faites ensuite de la promotion de vos contenus via les réseaux sociaux pour fédérer une communauté. Il est vraiment essentiel d'être reconnu par sa communauté. Dans ce contexte, il est vraiment nécessaire d'utiliser les réseaux sociaux comme un vecteur de communication. Il ne faut pas des informations trop corporate. Il y a certaines personnes en fait qui restent vraiment sur voilà, nous faisons ceci, nous faisons cela, et ils restent vraiment dans l'entreprise qui est différente. Au contraire, il faut essayer de relayer de l'information à valeur ajoutée, de l'information pertinente. On n'est pas là pour faire du communiqué de presse. Ensuite, selon le réseau de contenu, il faut des stratégies différentes. Par exemple, sur LinkedIn, on peut identifier des profils différents, par exemple directeurs, commerciaux, entrer en contact via l'outil de recherche, publier régulièrement du contenu. Voilà. Sur Facebook, c'est plus moi de l'humanisation. En B2B, à part faire du Facebook Ads, qui est différent, c'est plutôt humaniser la marque pour montrer les coulisses du business, montrer qu'on est vraiment intéressant, faire du ciblage sur différents types d'audience personnalisées, etc., etc. Faire de l'audience similaire également. Sur Twitter, je dirais que c'est plutôt un réseau de diffusion d'informations, de prise de contact avec d'autres influenceurs. C'est pour moi une plateforme en fait de relation presse et d'audience qui est souvent très faible. Les gens retweetent parfois mais ne cliquent même pas. Donc c'est pour se dire voilà, qu'il y a des audiences différentes. Ensuite, demander des relais via des news par vos salariés, comme je le disais, c'était un petit peu Social Dynamite, Social IMAP, Deliverit. Moi j'utilise beaucoup Deliverit et Zapier qui sont aussi gratuits quasiment comme outil. Et faites également du manuel. Si vous demandez à vos salariés de faire que de la republication automatique, ce qui va se passer, c'est que vous allez en fait avoir une communication qui va être extrêmement robotisée. Et donc en fait, il faut par contre faire du manuel régulièrement. En parallèle, fédérer une communauté en allant chercher de la reconnaissance au-delà de votre écosystème. Par exemple, c'est identifier des influenceurs, c'est dialoguer avec eux, donc tout simplement dialoguer via des articles invités, de guest posting, vous publiez sur des sites de tribune, des sites d'actualité, vous faites des interviews des experts comme celle que j'ai faite là il y a 2 secondes sur le site de Rudy, et donc pourquoi pas payer également, faire des articles sponsorisés, proposer des téléchargements de livres blancs sur des sites d'actualité connus dans votre secteur d'activité, faire de l'emailing sponsorisé également, et pourquoi pas, si vous avez le temps, payer pour des études, des rapports, des quiz, etc. etc. Voilà. Et mettez en place des outils d'automatisation. Moi, j'utilise par exemple des outils sur Twitter pour faire de l'auto de direct message. Sur LinkedIn, en fait, également, je fais de la recherche automatique et du message automatique. Alors, l'étape numéro 6, c'est créer un événement et obtenir la notoriété. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut se rendre compte que les techniques que j'ai indiquées précédemment permettent de générer du prospect de manière régulière, mais le problème, pour avoir vraiment une explosion de ses ventes et sortir de sa sphère d'influence, il faut créer l'événement. Créer l'événement, c'est simple, parce que tout ce qui est livre blanc, guide, checklist, etc., ça ne suffit plus. Il faut vraiment aller plus loin et aller chercher des trucs qui permettent de donner une raison de passer à l'action. Alors ces événements, ça peut être un web séminaire thématique, ça peut être un événement physique, ça peut être des relations presse, des témoignages clients, des enquêtes sectorielles, la publication d'un livre papier, faire du newsjacking, là je le fais régulièrement à chaque fois qu'il y a des grosses actualités, et le but en fait c'est de réaliser au moins une fois par mois une opération qui vous donnera vraiment un coup de boost en fait. C'est-à-dire voilà, il y a une action classique et qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner un coup de boost avec un événement physique, avec une webconférence, etc., etc. Autrement, les gens vont rester dans le train-train, vont recevoir vos emails, vont voir vos publicités et ils vont jamais commander. Donc c'est super important de se dire ok, une fois par mois, bam, on va créer l'événement, on va faire un événement physique, on va inviter des gens, on va faire un web séminaire, on va sortir par exemple un nouveau livre blanc, on va faire un gros round-up d'interviews comme ces 15 interviews qui ont été faites par Rudy, un truc qui prend du temps mais qui va apporter des résultats.
Voilà. Donc voilà, j'en ai fini aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, vous pouvez aller sur le site de Web Marketing Conseil. Si vous voulez aussi aller plus loin, n'hésitez pas, vous avez mon livre Le Growth Hacking qui est disponible sur Amazon. Et vous avez ma formation vidéo, la Star Marketing Academy, donc 25 € par mois. Et là, vous avez toutes ces techniques qui sont un peu plus détaillées, un peu plus expliquées. Voilà. À bientôt et à bientôt. Ciao, ciao.